Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le professeur Mearsheimer. Merci Khalil pour cette aimable introduction et merci au Centre arabe de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un grand honneur. Mon seul regret, c'est de n'avoir que un total de 45 minutes. J'aurais aimé avoir 2 heures et 45 minutes, car j'aimerais parler pendant au moins 1 heure et répondre aux questions pendant au moins 1 heure et 45 minutes. Étant donné les événements du jour ou des derniers jours, voire des 40 derniers jours, je veux me concentrer principalement sur la guerre avec l'Iran. Mais j'aimerais replacer mes commentaires dans un contexte plus large. Et j'aimerais commencer en disant que lorsque j'étais jeune et que nous réfléchissions au Moyen-Orient, on soulignait toujours que c'était l'une des 3 régions du monde d'une grande importance stratégique pour les États-Unis, en grande partie parce que c'est là que se trouve le pétrole. Les 2 autres régions, bien sûr, étaient l'Europe et l'Asie de l'Est, et ces régions étaient importantes parce que d'autres grandes puissances s'y trouvaient. Le Moyen-Orient était important à cause du pétrole, et ce que nous voulions absolument éviter, c'était qu'aucun État, qu'il soit originaire du Moyen-Orient ou extérieur à la région, ne contrôle l'ensemble du pétrole. Ce qui s'est passé avec le temps, c'est que la question du pétrole est passée à l'arrière-plan, parce qu'il n'y a vraiment aucune menace qu'un pays domine tout le pétrole du Moyen-Orient. Donc nous, les États-Unis, n'avons pas vraiment à nous inquiéter du Moyen-Orient à cause du pétrole. Et la raison pour laquelle nous nous soucions énormément du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est à cause de notre lien avec Israël. Et le fait est qu'Israël entretient une relation très spéciale avec les États-Unis, une relation sans équivalent dans l'histoire. Il est très important de comprendre cela. Les États-Unis soutiennent Israël de façon inconditionnelle. Les États-Unis et Israël ont évidemment des intérêts nationaux différents à certains moments, car aucun 2 pays n'ont les mêmes intérêts nationaux tout le temps. Mais dans les cas où l'intérêt national d'Israël et celui de l'Amérique divergent, les États-Unis poursuivent ce qui est dans l'intérêt national d'Israël. Et la raison, bien sûr, c'est à cause de la puissance du lobby pro-israélien qui est tout simplement énorme. Je pense que la plupart des gens en sont conscients aujourd'hui. Quand Steve Walton et moi avons écrit l'article original dans la London Review of Books en 2006, puis le livre lui-même en 2007, je pense que la plupart des gens pensaient que nous exagérions. En réalité, nous ne faisions qu'évoquer la partie émergée de l'iceberg. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens le comprennent. Mais il est très important de comprendre que notre politique étrangère au Moyen-Orient est en grande partie dictée par Israël. Et bien sûr, le facteur clé qui permet cela, c'est le lobby. Alors parlons un peu maintenant des objectifs d'Israël, en quelque sorte de la grande stratégie d'Israël dans la région. Je pense qu'elle se compose de 3 volets. Premièrement, ils veulent étendre les frontières. Ils veulent créer un grand Israël. Cela inclut bien sûr aujourd'hui les territoires occupés, la Cisjordanie et Gaza. Mais les ambitions d'Israël vont au-delà de cela. Ils veulent prendre le sud du Liban jusqu'au fleuve Litanie. Ils veulent s'emparer de parties du sud de la Syrie. Je pense qu'ils aimeraient prendre la rive est, s'ils le pouvaient, et s'étendre dans le Sinaï. Ils ont un appétit vorace pour l'expansion. C'est le premier objectif, créer un grand Israël. Le deuxième objectif est de nettoyer ethniquement les territoires qu'ils prennent. Et ici, à ce stade, nous parlons principalement de Gaza et de la Cisjordanie. Comme vous le savez tous, il y a à peu près autant de Juifs israéliens que de Palestiniens à l'intérieur du Grand Israël aujourd'hui. Et c'est un énorme problème pour les Israéliens étaient prêts à accepter environ 20% de Palestiniens. Mais quand on se retrouve dans une situation où c'est du 50-50, c'est inacceptable. Donc les Israéliens sont profondément engagés dans une politique de nettoyage ethnique. Et puis le troisième objectif concerne leurs voisins. Ce qu'ils veulent, c'est s'assurer que tous leurs voisins soient aussi faibles que possible. Et cela fonctionne essentiellement de 2 manières. La première est d'avoir des voisins qui sont soumis aux États-Unis.
C'est le cas de l'Égypte et de la Jordanie, et j'irais même jusqu'à dire, dans une certaine mesure, du Liban. Ils veulent des pays à leurs frontières sur lesquels les États-Unis exercent un énorme pouvoir de coercition. Et si cela ne fonctionne pas avec les grands pays comme la Syrie, l'Iran, la Turquie, alors ils veulent détruire ces pays. Et en fait, ce qui intéresse beaucoup les Israéliens en Iran, c'est de détruire l'Iran comme la Syrie a été détruite. Ils aimeraient le fragmenter en plusieurs parties. Ou, s'ils ne peuvent pas faire cela, ils voudraient provoquer un changement de régime et installer en Iran un régime soumis aux États-Unis. Mais ce sont là les trois objectifs principaux. Et il est très important de comprendre que ce qui se passait à Gaza ou ce qui se passe actuellement à Gaza avec le génocide, c'est la poursuite des objectifs numéro 1 et numéro 2, c'est-à-dire la création d'un grand Israël ethniquement pur. Et c'est ce qui les a amenés à poursuivre le nettoyage ethnique qui s'est transformé en génocide. Mais dans le cas de Gaza, ce sont les deux premiers objectifs qui sont en jeu. Dans le cas de l'Iran, c'est le troisième objectif qui est en jeu. Encore une fois, l'objectif là-bas est de fragmenter l'Iran ou de provoquer un changement de régime. Et si vous regardez le Liban est vraiment un cas des deux premiers objectifs. Ils veulent prendre le territoire au sud du fleuve Litanie, l'intégrer au Grand Israël, et ils veulent nettoyer ethniquement cette zone. On peut les voir s'activer pour atteindre cet objectif. Voilà donc le tableau général. Permettez-moi de dire quelques mots sur Gaza avant de passer à l'Iran. Ce qui s'est passé à Gaza après le 7 octobre, c'est que les Israéliens ont vu une opportunité de nettoyer Gaza. Les deux grands nettoyages qui avaient eu lieu avant le 7 octobre, comme presque tout le monde le sait, ont eu lieu en 1948 et en 1967. Et ces deux nettoyages ont eu lieu dans le contexte d'une guerre. Et une fois que vous avez une guerre, qu'obtenez-vous? Après le 7 octobre, les Israéliens ont une excellente opportunité de nettoyer Gaza. Et ils pensent que ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser une puissance militaire massive, principalement la puissance aérienne. Ils peuvent punir la population palestinienne de Gaza au point qu'elle quitte Gaza. Ils peuvent procéder à un nettoyage ethnique de Gaza. Et leur espoir est que les Égyptiens et les Jordaniens accepteront les Palestiniens parce que les Israéliens leur infligeront tant de souffrances. Comment les Égyptiens et les Jordaniens pourraient-ils ne pas les accepter? C'est la logique de base qui est à l'œuvre ici. Mais bien sûr, les Palestiniens ne partent pas. Ils endurent la punition. Et ce qui se passe, c'est que la campagne de bombardement punitif se transforme en une campagne de génocide. Et si vous ne pouvez pas chasser les Palestiniens, alors vous les tuez tous. Vous les tuez tous. Et vous faites cela par les bombardements et vous faites cela par la famine. Et c'est bien sûr ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi je pense qu'il est tout à fait approprié de qualifier ce qui s'est passé à Gaza de génocide. Je voudrais faire une remarque. Un autre point à propos de ce génocide qui a des implications pour ce que je vais dire sur l'Iran et pour la suite me paraît vraiment remarquable. En tant que personne profondément réaliste qui a évolué durant de nombreuses années dans un environnement académique et intellectuel très libéral aux États-Unis, toute ma vie durant, ce qui me frappe, c'est l'ampleur incroyable avec laquelle les libéraux se sont totalement consacrés à leur cause. Les libéraux qui déclarent croire aux droits de l'homme n'ont pratiquement rien dit pendant que ce génocide avait lieu. Et ce n'est pas seulement parce que les Israéliens commettaient un génocide que je suis choqué et que les gens n'ont rien dit. D'une certaine manière, ce qui m'a encore plus choqué, c'est que les États-Unis sont complices de ce génocide. Il n'y a tout simplement aucun doute là-dessus. Si nous avions des procès de Nuremberg, ce qui n'arrivera pas, mais si nous avions des procès du type de Nuremberg, Joe Biden et ses principaux lieutenants, ainsi que Donald Trump et ses principaux lieutenants, seraient pendus. Je n'ai aucun doute là-dessus. Nous parlons d'un génocide. Nous savons ce qui est arrivé à toutes ces personnes qui ont exécuté le génocide entre 1941 et 1945 en Europe. Elles ont été pendues.
Eh bien, je pense qu'il en serait de même pour Biden et ses lieutenants, ainsi que pour Trump et ses lieutenants. Vraiment, c'est assez remarquable. Ça, presque aucun mot n'a été prononcé au sein de l'establishment libéral aux États-Unis contre ce que faisait Israël. Et les États-Unis les aidaient à le faire. Commettre un génocide, le plus grand de tous les crimes, c'est vraiment remarquable à mon avis. Et je me disais souvent, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Lorsqu'un réaliste comme moi est l'une des rares personnes au sein du monde universitaire traditionnel à se lever et à dire que c'est terriblement mal et que quelque chose devrait être fait pour l'arrêter. Passons à l'Iran. Parlons de la raison pour laquelle nous sommes entrés en guerre au départ. Il est assez clair que, fondamentalement, les Israéliens ont embrouillé le président Trump pour qu'il commence cette guerre. Je pourrais. On pouvait voir dès le début que l'État profond n'était pas favorable à cette guerre. Je connais une ou deux personnes de l'intérieur et on pouvait deviner, d'après ce que les gens disaient des opinions du général Kane dans les médias traditionnels, que l'État profond n'était pas enthousiaste à l'idée de cette guerre. Et bien sûr, nous savions tous, rien qu'en ayant observé le Premier ministre Netanyahou au cours des 40 dernières années, qu'il est profondément engagé à attaquer l'Iran avec les États-Unis et soit provoquer un changement de régime pour installer un gouvernement qui nous obéisse, soit détruire le pays. Donc nous savions avec certitude que Netanyahou faisait énormément pression. Et le New York Times a maintenant publié 2 grands articles sur la façon dont la décision a été prise. Et à mon avis, il ressort de façon absolument claire de ces 2 articles que l'État profond n'était pas favorable à cette guerre. Il y avait toutes sortes de personnes qui disaient au président Trump, ce sont des responsables gouvernementaux au plus haut niveau, qui disaient au président Trump que ce n'était pas une bonne idée. Kane a essentiellement dit que cela ne fonctionnerait probablement pas. Nous n'avons pas de stratégie militaire viable et le Conseil national du renseignement a produit un rapport disant que cela ne fonctionnerait pas et ainsi de suite. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Mossad a convaincu à la fois le Premier ministre Netanyahou et le président Trump que nous pouvions remporter une victoire rapide et décisive. Vous connaissez tous l'histoire. Ce que nous faisons, c'est que nous intervenons, nous lançons une campagne de choc et stupeur et nous faisons particulièrement attention à décapiter le régime. Et une fois que nous faisons cela, tout le château de cartes s'effondrera. Et la raison pour laquelle tout le château de cartes s'effondrera, c'est que le régime est construit sur du sable. La fondation est très faible et tout ce que vous avez à faire, c'est renverser les dirigeants. Et le peuple pourra se soulever, renverser le gouvernement et nous mettrons en place un nouveau gouvernement qui en réalité se soumettra à nous. Et il est assez clair que Netanyahou lui-même et le chef d'Assad, David Bornea, ont joué un rôle clé, un rôle central pour convaincre le président Trump que cela fonctionnerait. Cette stratégie de choc et de stupeur axée sur la décapitation produirait une victoire rapide et décisive. Et nous savons tous, d'après la littérature sur les relations internationales, que lorsque vous n'obtenez pas une victoire rapide et décisive, la guerre se transforme en une guerre d'usure. Et c'est bien sûr exactement ce qui s'est passé dans le cas de l'Iran. Nous sommes maintenant dans une guerre d'usure. Et le fait est que nous ne pouvons pas gagner une guerre d'usure. C'est tout simplement impossible. Permettez-moi de vous donner 6 points qui illustrent cela. Pensez à cette marine très puissante que nous avons, dont le président Trump parle pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Nous ne pouvons pas approcher cette marine près de l'Iran, certainement pas près du détroit d'Ormuz, de peur qu'elle ne soit envoyée par le fond par des missiles de croisière iraniens ou des drones iraniens. Vous comprenez que la marine est stationnée loin de l'Iran et n'est donc pas très utile. Les bases. Nous avions 13 bases dans la région, 13 grandes bases dans la région. Le New York Times a rapporté que sur ces 13 bases, toutes sont soit gravement endommagées, soit détruites.
en ce qui concerne les forces terrestres, une invasion au sol, vous voyez. Les médias parlent de 40 ou 50 000 soldats stationnés au Moyen-Orient. Et cela laisse entendre qu'il s'agit de 40 ou 50 000 soldats de combat. C'est tout simplement faux. Vous savez, il faut des divisions d'infanterie ou des brigades de Marines ou autres pour mener un combat terrestre contre l'Iran. Et le président Trump n'a déplacé que récemment 7000 soldats de combat dans la région, 7000 soldats de combat. On ne peut pratiquement rien faire avec 7000 soldats de combat. Et si je vous exposais tous les scénarios dans lesquels on pourrait envisager d'utiliser ces 7000 soldats de combat, vous verriez que ce n'est, vous savez, pas le cas. Il n'est pas possible de remporter une quelconque victoire militaire avec des forces terrestres aussi réduites. En ce qui concerne les avions, savez-vous que lors de cette opération de sauvetage, nous avons perdu plus d'appareils en une seule journée que nous n'en avions perdu depuis la guerre du Vietnam? Réfléchissez à cela. Nous avons perdu plus d'avions lors d'une opération de sauvetage. C'est censé être une grande victoire. Que nous n'en avons perdu en une seule journée depuis la guerre du Vietnam. Et cela remonte à longtemps. Et nous avons mené une longue liste de guerres depuis lors. Ensuite, il y a les missiles et les munitions de haute technologie. Vous comprenez, nous sommes en train de manquer de missiles et de munitions de haute technologie. C'est catastrophique pour tenter de contenir la Chine. Nous étions censés nous tourner vers l'Asie. Nous nous détournons de l'Asie. Nous amenons des missiles THAAD. Nous amenons des missiles Patriot. Nous déployons cette unité expéditionnaire de Marines hors d'Asie de l'Est pour faire face aux problèmes que nous rencontrons au Moyen-Orient. Ce n'est pas ainsi que vous voulez contenir la Chine, c'est, comme je l'ai dit, un pivotement loin de l'Asie de l'Est. Et puis, finalement, nous n'avons aucune capacité à défendre nos alliés dans le CCG, n'est-ce pas? Ils sont pilonnés par les Iraniens, et ça, c'est juste du côté américain. Le côté le plus intéressant, c'est le côté iranien. Ils détiennent presque toutes les cartes, ils sont dans une position vraiment puissante. En coupant le trafic par le détroit d'Ormuz, ils sont en position de faire sombrer l'économie mondiale. Réfléchissez-y un instant. Le levier dont ils disposent est énorme. Les conséquences de ce qui s'est passé jusqu'à présent pour l'économie internationale vont être dévastatrices. Les engrais, on ne parle pas beaucoup des engrais, on parle du pétrole et du gaz. Un tiers des engrais mondiaux transitent par le détroit d'Ormuz. C'est la saison des semis dans de nombreux pays. Les conséquences de tout cela à long terme. Beaucoup de gens vont mourir de faim à cause de cette guerre insensée. Mais les Iraniens, en effet, ont un énorme pouvoir de négociation sur l'économie mondiale. Et nous, bien sûr, nous le comprenons. De plus, ils ont un énorme pouvoir de négociation sur le CCG, ces 6 pays. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent les détruire en tant que société fonctionnelle, ils pourraient détruire leur infrastructure énergétique, mais plus important encore, ils peuvent détruire leurs usines de désalinisation. Ce sont de grosses cibles faciles, peu nombreuses. Les Iraniens disposent de nombreux missiles très précis et Dieu sait combien de drones ils peuvent utiliser pour ravager ces pays. C'est une menace sérieuse qui leur donne un énorme pouvoir de négociation. Donc le problème fondamental auquel le président Trump est confronté, ce n'est pas ça. Un problème fondamental auquel il fait face, c'est qu'il ne peut pas monter l'échelle de l'escalade. Parce que les Iraniens peuvent le battre à chaque échelon, parce qu'ils contrôlent le détroit d'Ormuz et qu'ils ont la capacité de dévaster les pays du CCG. Et d'ailleurs de causer d'énormes dégâts à Israël également. Il y a une bonne raison pour laquelle les Israéliens font tout leur possible pour ne pas nous laisser savoir ce qui se passe à l'intérieur de leur société. En termes d'impact de missiles, aussi bien des missiles balistiques que des missiles de croisière, n'est-ce pas? Donc il faut juste comprendre cela. Donc nous ne pouvons pas monter l'échelle de l'escalade. Et de plus, il n'y a ici aucune option de sortie, sauf admettre la défaite. C'est la seule façon pour Trump de s'en sortir, c'est essentiellement d'admettre la défaite. Vous voyez ce que je veux dire?
Il ne peut pas monter l'échelle de l'escalade et il n'y a pas d'option de sortie attrayante. Et les Iraniens ne vont certainement pas lui offrir une option de sortie attrayante. Si vous jouez leur jeu, vous voulez être incroyablement dur et impitoyable avec les États-Unis et les Israéliens. Ce sont des ennemis mortels. Vous comprenez que du point de vue iranien, nous représentons pour eux une menace existentielle. Ils ont donc un intérêt profondément enraciné à négocier durement, pour le dire gentiment, et ils disposent de beaucoup de leviers. C'est le dilemme dans lequel se trouve Trump. Cela nous amène donc à lundi. Lundi matin, il publie ce message remarquable sur Truth Social où il dit que si les Iraniens ne cèdent pas, en d'autres termes, si les Iraniens ne lèvent pas les bras et ne se rendent pas avant la nuit, il va détruire l'Iran en tant que civilisation, il va le détruire et rendre impossible tout retour de l'Iran d'entre les morts. C'est une déclaration vraiment stupéfiante. C'est un autre exemple de langage génocidaire. Est-ce que quelqu'un aurait jamais pensé qu'un président américain dirait une chose pareille? Moi, certainement pas. C'est le genre de langage qu'on s'attendrait à entendre de la part de quelqu'un comme Adolf Hitler, non? Que vous allez exterminer ce pays appelé l'Iran, l'effacer de la planète et faire en sorte qu'il ne puisse jamais revenir? On dirait une solution carthaginoise, n'est-ce pas? Que se passe-t-il ici? Vous devriez vous poser la question. Ce qui se passe ici, c'est que Trump est désespéré. Il est désespéré parce qu'il comprend la logique de base que je viens de vous exposer. Nous jouons une main perdante. Et les conséquences de continuer à jouer cette main, c'est que l'économie mondiale va s'effondrer. Cela fera bien plus que détruire sa présidence. Les conséquences seraient énormes. Il le sait. Je suis sûr qu'il y a des gens qui le lui disent. Il est désespéré. Alors, que dit-il lundi matin? Je vais me tourner vers l'extermination. Je vais me tourner vers le génocide. Mais ensuite, il faut réfléchir à ce qui se passe plus tard dans la journée, lundi soir. Il fait marche arrière. Et que fait-il? Il dit en gros, j'admets la défaite. C'est très important de comprendre cela. Il dit en gros, j'admets la défaite. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis cela? Tout d'abord, il y a deux plans sur la table. L'un est le plan en 15 points. Ce sont nos exigences. C'est le premier plan, le plan en 15 points. Et puis, il y a le plan iranien. C'est le plan en 10 points. Et si vous les lisez, c'est comme la différence entre le jour et la nuit. Si vous lisez le plan en 15 points, il contient tous les exigences typiques des États-Unis et les exigences israéliennes envers l'Iran. Et si vous lisez le plan en 10 points, le plan iranien, vous y trouverez toutes leurs revendications maximalistes. Dans son message Truth sur les réseaux sociaux, où il déclare en substance « Je capitule », le président Trump affirme accepter le plan en 10 points. Il dit ça. Il dit que c'est une base solide, une base saine ou une bonne base pour aller de l'avant. Waouh, c'est vraiment choquant, n'est-ce pas? Alors regardons d'un peu plus près ce qui se passe ici. Nous sommes entrés en guerre, nous, c'est-à-dire les États-Unis et les Israéliens. J'aime les appeler l'équipe de choc. L'équipe de choc est entrée en guerre avec 4 objectifs principaux. Le premier était plus d'enrichissement nucléaire pour l'Iran. Le deuxième, ils doivent se débarrasser de tous leurs missiles. Leurs missiles longue portée, bien sûr, tout ce qui menace Israël. Troisièmement, ils doivent cesser de soutenir les Houthis, le Hamas et le Hezbollah. Et le numéro 4, le changement de régime. Il est très clair que le changement de régime est l'objectif. Trump le nie, d'autres le nient de temps à autre, d'autres membres de l'administration. Mais il suffit de lire l'article du New York Times pour constater clairement que nous étions corrompus. Concernant le changement de régime, c'est de cela que parlaient David Barnea et Benjamin Netanyahou. Et le président Trump, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il faut se rappeler que le président Trump a parlé de reddition inconditionnelle. C'est un changement de régime.
Donc, le changement de régime était l'un des 4 objectifs principaux. Nous avons échoué sur chacun de ces objectifs. Nous n'éliminons pas les missiles iraniens. Nous ne supprimons pas leur capacité d'enrichissement nucléaire. En fait, leur grande crainte est qu'ils obtiennent des armes nucléaires, n'est-ce pas?